Bienvenue à nouveau dans l'émission. Nous sommes rejoints aujourd'hui par le colonel Douglas McGregor, vétéran de combat décoré et ancien conseiller principal auprès du secrétaire à la Défense des États-Unis. J'attendais avec impatience de m'entretenir avec vous, car vous allez bientôt prendre la parole lors de cet événement national, dont je laisserai les informations dans la description. Je pensais qu'il serait intéressant d'aborder à la fois les questions nationales et internationales dans un monde qui évolue si rapidement. Alors que le monde change à une telle vitesse, ce n'est pas le moment de laisser la politique en pilote automatique. Il est nécessaire de réfléchir à la façon dont le monde évolue et à la manière dont les États-Unis devraient s'y adapter. Parce que certains pays, à mon avis, vont prospérer, tandis que d'autres vont décliner. Et cela dépend de la capacité à s'adapter au monde tel qu'il est. Mais pour aborder ce sujet, j'ai pensé qu'un bon point de départ serait Trump disant aux Européens que s'ils veulent que les États-Unis imposent plus de sanctions à la Russie, alors ils doivent s'engager pleinement. C'est-à-dire imposer des sanctions secondaires à toute personne commerçant avec la Russie ou achetant leur énergie, ce qui signifie s'en prendre à la Chine et à l'Inde. J'ai entendu différentes interprétations et perspectives sur la stratégie adoptée ici. S'agit-il d'une approche insensée, illusoire, ou est-ce une sorte de partie d'échecs que nous ne comprenons pas? Non, je pense que c'est une excellente question, car chaque fois que les gens aux États-Unis entendent quelque chose que dit Donald Trump et qui franchement ne tient pas debout du point de vue du bon sens, la réaction immédiate est de se dire « Oh, eh bien, cela doit être une manière astucieuse de sortir les États-Unis d'une situation ou de les placer en position de force, et ainsi de suite. » Je préfère écouter l'homme et me fier à ce que l'on voit plutôt qu'à ce que l'on pense qu'il veut dire. Ce message qu'il a adressé aux Européens m'a semblé être une sorte d'approche passive-agressive dans la gestion des relations internationales, que je trouve à la fois inutile et dangereuse. Je veux dire, il commence par dire « j'ai décidé », entre guillemets, d'imposer des sanctions à la Russie. On aurait dit une fille de la vallée en Californie centrale expliquant ce qu'elle compte faire de sa journée. Déjeuner, dîner, peu importe. Ensuite, il continue en nous disant qu'il va imposer des sanctions, mais que tout dépend de l'Europe. Et il s'attend à ce qu'ils suivent son exemple. Eh bien, il oublie quelque chose. George Washington, lorsqu'il était président des États-Unis, a répondu à une question sur les Français, sur ce qu'ils feraient à l'avenir et sur ce que nous pourrions faire à l'avenir. Et il a dit « Gardez quelque chose à l'esprit. » Aucune nation ou aucun État-nation ne peut être censé aller au-delà des limites de ses propres intérêts. Et c'était sa réponse à la question « Que feront les Français? Que feront les Britanniques? Que fera qui que ce soit ?» Il ne s'attendait pas à ce que quiconque dépasse les limites de ses intérêts dans son soutien envers nous. En d'autres termes, quelle que soit la politique, elle a ses limites. Et je pense qu'en lisant son message, les Européens vont en arriver à la conclusion qu'il veut qu'ils s'engagent pleinement dans un suicide national ou international en détruisant leurs relations avec pratiquement tout le monde, sauf les États-Unis, et même entre eux. Ce n'est pas une solution raisonnable dans le monde d'aujourd'hui. Nous vivons tous sur la même planète. Il est dans l'intérêt de chacun, à un moment donné, de faire des affaires, quels que soient les différents systèmes politiques adoptés par chaque pays. Donc je pense que l'idée selon laquelle, d'une manière ou d'une autre, les Européens vont dire « Vous savez, vous avez raison », pour réussir en Ukraine, ce qui est bien sûr une idée totalement absurde de toute façon. Ce que nous devons faire maintenant, c'est couper nos relations avec la Chine, nous isoler pratiquement du reste du monde, de l'Inde, de tous les autres, parce que tous ces États font d'une manière ou d'une autre des affaires avec la Russie.
Vous savez, la Turquie en est un excellent exemple. Turkstream est d'une importance vitale pour les Turcs. Ils tiennent désespérément à cette énergie. Cette énergie alimente leur industrie. Ils observent ce qui s'est passé en Allemagne et se demandent pourquoi ils ne feraient jamais la même chose. Pourquoi se couperaient-ils de la Russie? Veulent-ils suivre l'Allemagne dans l'enfer que celle-ci s'est créée au nom de cette prétendue croisade noble contre la Russie maléfique? C'est un non-sens total. Ça n'a aucun sens. Donc, je pense que tout cela va s'effondrer. Et en même temps, bien sûr, nous regardons l'Europe et nous voyons tous ces partis nationalistes partout sur le continent qui arrivent effectivement au pouvoir, de plus en plus. Autrement dit, ils atteignent un niveau de soutien populaire qui rend impossible de les empêcher d'accéder au pouvoir plus longtemps. Et la bonne nouvelle, c'est que le type de nationalisme que ces États prônent n'a rien à voir avec l'attaque de qui que ce soit. Il s'agit uniquement de défendre les intérêts de leur propre pays, ce qui est bon pour leur société, comment ils se protègent, leur culture, leur identité, leur mode de vie, ainsi que leur système économique. Et je pense que c'est le glas du mondialisme, franchement. Et que le président Trump joue, comme le disent ses partisans, aux échecs en 4 dimensions, en incitant tout le monde à imposer des sanctions comme il le fait. Je n'en ai aucune idée. Je soupçonne plutôt que certaines personnes dans son administration réfléchissent probablement à un divorce encore plus prononcé, notamment entre l'Europe occidentale et la Russie, la Chine et d'autres pays. Mais franchement, je ne vois aucune preuve que cela va arriver. Donc, je pense que son appel à ce que tout le monde sanctionne la Russie, la Chine, la Turquie, l'Inde, et rappelons que beaucoup des pays qu'il estime devoir sanctionner d'une manière ou d'une autre sont des amis historiques, des partenaires stratégiques des États-Unis, cela ne semble plus avoir d'importance. Et c'est là toute la tragédie de cette situation. Cela remonte à la guerre tarifaire qu'il a lancée. Soudainement, tout le monde dans le monde est traité comme un ennemi et soumis à des tarifs douaniers. Il n'y avait aucune distinction. Donc, encore une fois, je crains qu'il ne soit tout à fait sérieux à ce sujet, et il va être profondément déçu parce que je ne pense pas que rien de tout cela ne fonctionnera. Je me demande cependant si vous n'êtes pas trop optimiste à propos des Européens en ce moment, car il semble que l'Europe soit dans une... Eh bien, parce que les temps changent si rapidement, les Européens se retrouvent dans ce vide stratégique. Autrement dit, ils n'ont pas vraiment la capacité, semble-t-il, d'imaginer un monde où l'Occident collectif ne domine pas. Ainsi, toute leur impulsion consiste à restaurer l'hégémonie collective des années 1990, ce qui n'est pas réalisable. Mais dans cette quête, nous nous retrouvons désormais en guerre avec la Russie, non seulement confrontés à un déclin économique, mais probablement à un effondrement, à une crise de légitimité politique et à une perte de pertinence internationale. L'idée sous-jacente est que si nous parvenons simplement à vaincre les Russes, alors tout pourrait être inversé. Nous pourrions revenir aux années 90. Les Russes seraient faibles et feraient ce qu'on leur dit. Les États-Unis resteraient en Europe. Cela est perçu comme un ticket pour la pertinence et la prospérité. En cas de victoire, nous aurions également l'unité européenne. Encore une fois, les autoritaires seraient vaincus et la démocratie libérale prospérerait. Donc, cela n'a pas forcément beaucoup de sens. Mais la pensée de groupe s'organise autour de cela, et la raison a disparu. Et avec toute cette folie, on voit tous les dirigeants ne parler qu'en slogans et en rhétorique émotionnelle. Alors, je n'entends personne définir quel est l'objectif. Comment pouvons-nous atteindre cet objectif? C'est juste, eh bien, la Russie ne respecte que la force. Repoussons, repoussons. Et il n'y a aucune dissidence,
Aucune dissidence n'est permise en fait. Donc je me demande simplement, cela semble trop fou pour que les Européens acceptent quelque chose comme ça, c'est-à-dire entrer en guerre économique, se couper du reste du monde, sauf des États-Unis. À un moment où les États-Unis imposent des conditions commerciales un peu injustes aux Européens. Mais êtes-vous sûr que les Européens ne vont pas vraiment aller jusqu'au bout? Parce que nos dirigeants ne sont pas très rationnels ces temps-ci, je dirais. Eh bien, vous soulevez un point valable. Il y a beaucoup de nostalgie, en particulier en Grande-Bretagne, en France, en Belgique et aux Pays-Bas. L'Espagne, je ne peux pas vraiment en parler, et peut-être un peu en Allemagne, mais certainement, les puissances d'Europe occidentale qui ont un passé d'impérialisme, de puissance et d'influence mondiale sont indéniablement nostalgiques d'un monde qui a depuis longtemps disparu. Aux États-Unis, il n'y a pas une telle nostalgie. Et je dirais que dans une grande partie de l'Europe, cette nostalgie cède la place à la raison et à la rationalité. Que veux-je dire par là? Eh bien, si vous vous promenez actuellement dans les rues de Paris ou de Londres, vous voyez quelque chose de bien plus dommageable et bien plus dangereux pour votre pays que tout ce que la Russie pourrait concevoir de monter. Et de quoi suis-je en train de parler? Eh bien, vous voyez votre pays tomber entre les mains de migrants récents qui sont irrévocablement opposés à votre mode de vie, à votre culture, à votre religion. À leur tour, ils tentent d'établir une sorte de copie du pays d'où ils viennent, de la société dont ils sont issus. C'est immédiat et c'est dangereux. Maintenant, les élites, et quand je dis élite, je parle principalement des personnes qui ont de l'argent, qui ont la capacité de s'isoler de ce qui se passe dans leur société. Nous en avons, vous en avez. Elles ne sont pas vraiment préoccupées, et elles critiquent leur propre population pour leur manque de tolérance. Eh bien, elles ne se font pas poignarder en plein jour. Elles ne sont pas agressées, brutalisées ou violées. Ils ne sont pas confrontés à ce genre d'agression culturelle flagrante que les gens au Royaume-Uni, en France et en Allemagne subissent chaque jour. Donc, je pense que la population n'a plus beaucoup de tolérance. L'autre chose, c'est que je n'ai jamais vu, et peut-être que toi, oui, je ne sais pas, mais lors de mes séjours en Europe, je n'ai constaté aucun appétit pour une guerre totale, brutale, avec qui que ce soit, et encore moins avec la Russie. Et si tu proposes à la plupart des gens que je connais en Allemagne ou en Autriche, et certainement en Europe centrale ou orientale, allons tout vers l'Est et entrons en Ukraine pour sauver l'Ukraine des Russes, ils te regardent comme si tu avais perdu la tête. Ils sont ravis d'envoyer des quantités incalculables d'argent, de liquidités et d'équipements tant que cela ne leur nuit pas économiquement, évidemment. Et cela va leur coûter très cher maintenant. Ils s'en fichent. Ils ne s'y intéressent absolument pas. Donc, je pense que ce que nous devons faire, c'est quelque chose que, selon moi, le président Poutine a déjà fait. Le président Poutine a fait preuve d'une grande patience. Il fait preuve de beaucoup de patience, attendant que cette vague de changement déferle sur l'Europe. Cela arrive, et le message du président Trump aux Européens va accélérer ce processus. La vraie question est de savoir à quel moment les Américains vont se réveiller et reconnaître que Washington les a menés dans une impasse. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai écrit l'article que j'ai publié aujourd'hui sur ce déplacement du pouvoir, de l'influence et de la richesse mondiaux vers l'Est. Ce n'est pas parce que je me réjouis de la disparition de l'Occident, sous quelque forme que ce soit. Et l'Occident n'est pas nécessairement condamné à décliner à cause de cela. Mais ce que l'Occident doit reconnaître, c'est qu'il existe aujourd'hui plusieurs puissances dans le monde. Il existe d'autres pôles d'influence, de force et de puissance. Ce n'est pas parce que la Chine, l'Inde, l'Iran ou un certain nombre d'autres pays et la Russie sont désormais des acteurs puissants sur la scène mondiale que cela représente un danger pour nous. Et c'est là le problème, je dirais, certainement depuis 1991.
À Washington, D.C., on veut interpréter l'émergence d'autres centres de pouvoir comme étant inévitablement préjudiciables aux États-Unis. Ce n'est pas vrai. La guerre, en tant que moyen d'étendre sa puissance, d'imposer sa volonté, est de plus en plus, à mon avis, obsolète. C'est quelque chose qui n'a plus de sens. Et je ne vois aucune preuve que les Chinois, les Russes, les Indiens, les Japonais ou un certain nombre d'autres puissances aient recours à la force militaire pour atteindre leurs objectifs. En fait, je pense qu'ils cherchent tous à l'éviter. Nous sommes ceux qui semblent penser que la puissance militaire est un excellent outil de diplomatie. Ce n'est pas le cas. Vous savez, vous pourriez parler à n'importe qui, comme l'ambassadeur Freeman, à toute personne ayant été diplomate professionnel au cours des 30 ou 40 dernières années. Et ils vous diront tous la même chose. En diplomatie, dans les relations internationales, l'instrument militaire est le moins attrayant parce que c'est le plus difficile à contrôler et que c'est le dernier recours. Et nous l'avons utilisé encore et encore. Nous regardons le désert que nous avons créé. À force d'utiliser notre puissance militaire, nous déclarons la victoire, puis nous passons à autre chose. Et les gens aux États-Unis, eux, ne s'en rendent pas compte parce qu'ils ne ressentent pas la douleur. Eh bien, cela commence à changer pour des raisons économiques, à cause du système financier et de la position dangereuse et périlleuse dans laquelle nous nous trouvons. Et nous ne sommes pas seuls. Les Européens sont dans une position très similaire à la nôtre, économiquement et financièrement. Je pense que tout cela va s'arrêter. Mais comme pour tout le reste, quand on dit cela, tu le sais, Glenn, par ta propre expérience, les gens demandent, eh bien, quand cela va-t-il arriver? Tu sais, je ne peux pas préciser le jour et l'heure. Je ne suis pas Nostradamus. Mais il me semble assez évident que les choses vont s'arrêter net, financièrement et économiquement. Nous avons deux options. Soit nous sautons dans un trou, nous tirons le trou sur nous, et nous nous cachons en faisant semblant que rien n'a changé et que nous sommes les meilleurs. Soit nous reconnaissons que le monde a vraiment changé. Il y a une nouvelle constellation de puissance, et nous devrions en faire partie. Comment allons-nous faire cela? Comment allons-nous nous intégrer dans cette nouvelle constellation de puissance? Allons-nous rester ici, entre le Pacifique et l'Atlantique, à faire la nique à tout le monde? Ou allons-nous trouver un rôle pour nous-mêmes? Au lieu de considérer le programme « Une ceinture, une route » comme un danger fatal à combattre, en insistant sur le fait qu'il n'aurait qu'une utilité militaire, ce qui est absurde, nous devons réfléchir à la place que nous pouvons occuper. Pouvons-nous nous y connecter? Pouvons-nous offrir quelque chose? Nous devons nous demander, qu'allons-nous produire que les autres voudront? Qu'allons-nous apporter à la table que les gens respecteront et trouveront intéressant? Je pense que nous avons beaucoup de potentiel. Nous semblons l'avoir oublié. Vous savez, si l'on remonte à la période de l'histoire mondiale entre 1870 et 1970, tout ce dont vous profitez aujourd'hui, de l'éclairage électrique au chauffage au gaz, en passant par l'automobile, tout ce que vous pouvez imaginer, toutes les différentes vaccinations qui fonctionnent vraiment, toutes ces choses trouvent leur origine aux États-Unis grâce à des inventions brillantes. Eh bien, je pense qu'il est temps de se mettre au travail. Nous devons retourner à l'établi, recommencer à inventer et à innover, et sortir de cette logique qui consiste à essayer de comprendre comment nous pouvons assommer et intimider les gens pour les faire aller dans la direction que nous souhaitons. D'ailleurs, il y a un excellent article dans The National Interest, écrit par Graham Allison, qui fait exactement ce constat. Je pense que les gens commencent à le comprendre. Mais pour l'instant, Washington ne comprend pas. Ce n'est pas simplement Donald Trump, c'est l'ensemble de la classe politique dirigeante. Yeah, well, let me just say first,
Permettez-moi d'abord de dire que je pense que vous avez raison, de dire qu'il se passe aussi quelque chose en Europe. De plus en plus de gens remettent en question la propagande de guerre parce qu'ils se rendent compte, eh bien de plus en plus de gens voient les faits. La grande majorité des Ukrainiens veulent la paix. Et pourtant, ils constatent aussi que leurs propres politiciens boycottent la diplomatie et apportent au contraire leur soutien total au régime de Zelensky, qui traque les Ukrainiens dans la rue pour les envoyer au front. Tout cela est présenté comme une aide à l'Ukraine. Donc même si l'opposition en Ukraine, celle pro-occidentale, commence à critiquer cela, je pense que de plus en plus de gens se rendent compte que, peut-être, vous savez, les gouvernements mentent parfois pendant les guerres. Parfois. Il ne s'agit pas seulement de mensonges occasionnels. Je pense que c'est devenu la marque de fabrique de trop de gouvernements, trop souvent. Eh bien, j'ai lu votre article, justement parce que je trouvais cela intéressant, notamment dans le contexte de ce que vous avez dit sur la volonté de préserver l'Occident. Et en effet, je pense que nous partageons tous ce sentiment. Mais pour préserver l'Occident, il faut s'adapter à la réalité. Préserver l'Occident ne peut pas toujours signifier que tous les autres centres de pouvoir doivent être vaincus. Car si ce n'est pas un objectif réalisable, on finit par détruire l'Occident en poursuivant ce but. Mais la raison pour laquelle j'ai tant apprécié votre article, c'est que si l'on prend un peu de recul par rapport à toutes ces questions quotidiennes, on peut voir les grands changements qui ne se sont jamais produits dans l'histoire auparavant, à savoir la fin de 500 ans de puissance et de leadership occidentaux. Encore une fois, trouver un nouveau rôle pour l'Occident dans le monde est tout à fait crucial, plutôt que de simplement s'acharner à retrouver l'hégémonie. Mais comment lisez-vous cette histoire, la fin de cette période de 500 ans? Eh bien, je ne vois pas cela comme la fin du pouvoir et de l'influence occidentale. Je le vois comme la fin de notre domination. Pardon, c'est bien mieux ainsi. Le monde multipolaire n'est pas la fin pour les États-Unis, ni pour quiconque en Europe. Bien au contraire, je pense que c'est une immense opportunité. Mais ce que nous devons faire, c'est quelque chose qui s'est produit progressivement après 1492. La raison pour laquelle j'ai évoqué 1492, c'est que un bon ami à moi en Croatie observait ce qui se passait à Belgrade et dans d'autres grandes capitales, et il voyait l'afflux d'investissements chinois, etc. Et il m'a dit presque en passant, « Tu sais, on commence à voir quelque chose de significatif. Peut-être que c'est à nouveau 1492. » Et c'est ce qui a déclenché l'article que j'ai écrit, parce que je pense qu'il a raison. Nous voyons apparaître de nouvelles routes commerciales, de nouvelles opportunités, et nous reconnaissons que d'autres États, d'autres économies possèdent des avantages comparatifs. À mon avis, chaque État-nation doit, à un moment donné, identifier ses avantages comparatifs dans certains domaines. Il doit aussi reconnaître que dans d'autres domaines, il n'a pas d'avantage comparatif. Ce n'est pas grave. On corrige cette situation par la coopération économique à travers le commerce et les échanges. C'est donc à cela que nous devons réfléchir. Une autre chose que j'ai également mentionnée dans cet article et que nous avons ignorée pendant très longtemps, c'est que si l'on remonte 100 ans en arrière, nous avions probablement la plus grande flotte marchande du monde. L'une des raisons pour lesquelles nous avons pu réapprovisionner si rapidement les Britanniques à l'étranger, tant pendant la Première Guerre mondiale que pendant la Seconde, c'est que nous disposions d'une immense flotte marchande. Qu'est-il advenu de celle-ci? Vous savez, nous avons essentiellement choisi de nous en désengager. Quelqu'un a décidé qu'il pouvait gagner plus d'argent en la vendant qu'en la maintenant et en l'exploitant. Il en va de même pour le rail. Les États-Unis avaient probablement le plus grand réseau ferroviaire du monde. C'était particulièrement vrai après 1870, une fois la guerre de sécession terminée. Qu'en avons-nous fait?
Peut-être attendons-nous tous que les extraterrestres atterrissent et nous fournissent de nouvelles technologies qui rendront tout ce que nous possédons obsolète. Peut-être que cela arrivera un jour, mais pour l'instant, nous devons encore composer avec les lois de la physique. Il y a une bonne raison pour que les États-Unis, qui se trouvent au centre du monde, investissent massivement dans le transport maritime rapide et le train à grande vitesse. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, si l'on regarde Rome et l'Empire romain, le grand avantage des Romains était leur position au centre de la Méditerranée. Avec leurs légions, leurs flottes, leurs routes et leurs ponts, ils pouvaient créer des réseaux commerciaux qui rendaient Rome riche et puissante. Rien ne dure éternellement, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que nous devons prendre cet exemple et commencer à nous voir un peu différemment. Au lieu de considérer la nouvelle route de la soie comme un danger, ne pourrions-nous pas construire un transport maritime rapide, capable d'acheminer des marchandises, par exemple, de Rochefort en France jusqu'à la côte est des États-Unis, puis de les charger sur un train à grande vitesse pour les transporter jusqu'à Los Angeles, San Francisco ou Puget Sound à Seattle, dans l'État de Washington. Et ensuite, les renvoyer rapidement vers l'Europe grâce à un transport maritime rapide. Je parle ici de l'Europe, du Japon, de l'Asie du Nord-Est et de la Chine. Nous avons également ce passage arctique qui s'est ouvert. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles nous devrions nous pencher sur cette question. Pourquoi? Parce que historiquement, nous avons bénéficié d'un avantage considérable. Cet avantage, c'est que de l'Atlantique au Pacifique et du Pacifique à l'Atlantique, nous parlons une seule langue. Nous avons une seule loi. Lorsque vous transportez des marchandises depuis Shanghai, en traversant toute l'Asie centrale, puis en descendant vers le Moyen-Orient ou en allant vers l'Ouest en direction de l'Europe, par combien de pays et d'États-nations devez-vous passer? Combien cela coûte-t-il de déplacer ces marchandises? Partout où vous allez, et j'ai des amis en Chine qui me le répètent sans cesse, dès que vous arrivez, que vous êtes chinois et que vous dites « Nous voulons construire un terminal ici, nous voulons installer ceci ici », tout le monde se tient là et dit « Voilà ma main, remplissez-la d'argent, s'il vous plaît ». Eh bien, il n'y a pas cette exigence ici. Nous pouvons tout transporter d'un bout à l'autre du pays sans traverser plusieurs pays. Nous devons réfléchir à cela. Nous avons refusé d'y penser. Nous avons refusé d'y investir. À la place, où avons-nous dépensé des milliers de milliards de dollars? Des milliers de milliards de dollars à intervenir dans des pays et des sociétés radicalement différents des nôtres, tuant dans de nombreux cas des centaines de milliers de personnes, déplaçant des millions d'autres, détruisant des économies, bouleversant les dynamiques régionales et modifiant les équilibres de pouvoir en faveur de ce que nous pensons être à notre avantage. Eh bien, j'ai examiné plus de 30 années d'intervention. Je ne trouve aucun avantage. Je ne vois pas en quoi nous avons tiré un profit stratégique significatif de l'une de ces interventions. Pourtant, c'est l'hypothèse de base à Washington. Vous intervenez en Libye, et qu'obtenez-vous en retour? Vous obtenez le chaos. Vous détruisez les dynamiques régionales. Tout le monde en Afrique du Nord a peur de vous. Personne ne vous fait vraiment confiance. Si vous allez en Amérique latine en ce moment, et que nous avons cette armada que nous installons au nord du Venezuela, tout le monde considère le Venezuela isolément du reste de l'Amérique latine. Mais ce n'est pas possible. Le Venezuela fait partie d'un autre continent. Si vous intervenez au Venezuela, vous détruisez la structure du pouvoir au Venezuela. Vous déformez les relations que le Venezuela entretient avec ses voisins. Vous ne finirez pas seulement par combattre des gens au Venezuela. Vous allez voir des paramilitaires du Brésil affluer là-bas pour aider les Vénézuéliens à nous combattre. Vous verrez la même chose depuis la Colombie.
Cela pourrait aussi venir du Pérou. En d'autres termes, ce que vous pensez faire dans un endroit a inévitablement des conséquences pour tous les pays voisins. Nous avons ignoré cela. Maintenant, le Moyen-Orient présente un ensemble de circonstances uniques. Chaque endroit où l'on va est différent. Nous devons le comprendre. Nous n'avons jamais pris la peine de l'examiner sous cet angle. Et nous devons sortir de cette logique qui consiste, encore une fois, à voir la puissance militaire comme la solution qui nous rendra heureux, riches, puissants. Cela ne fonctionne pas. Cela n'a jamais fonctionné. C'est une impasse. C'est ça qui est frustrant quand on cherche à restaurer les années 1990. Personne ne veut poser la question. Qu'a-t-on réellement accompli depuis les années 1990? Parce que, comme vous l'avez dit, toutes ces aventures militaires ont mené au désastre. Nous sommes passés des années 90 avec une concentration de pouvoir sans précédent en Occident à aujourd'hui avec cet effondrement de la sécurité économique, du pouvoir politique, de la réputation et de la stabilité interne. Il est donc étrange que personne n'envisage une approche différente. C'est toujours la même réaction instinctive et les mêmes slogans creux. Mais selon vous, quelle serait une stratégie différente? Que devraient faire les États-Unis aujourd'hui, à votre avis? Encore une fois, si Trump vous écoutait, que lui diriez-vous? Oui, eh bien, notre première étape, je pense, et je dis que c'est particulièrement vrai en Asie, et aussi j'oserais dire de plus en plus au Moyen-Orient, c'est que nous devons démilitariser nos relations avec le reste du monde. Un bon exemple de cette démilitarisation, cet homme, Lutnick, qui travaille avec le président Trump, a assisté à une réunion et s'est retrouvé en face d'une délégation indienne. La discussion portait sur le commerce et les échanges. Le chef de la délégation indienne lui a en fait demandé « Que pouvons-nous faire pour améliorer et renforcer notre relation ?» Et M. Lutnick a immédiatement répondu « Vous pouvez acheter plus de notre équipement militaire. » Quoi? Autrement dit, la seule chose que nous produisons en ce moment, enfin, ce n'est pas la seule, car nous produisons aussi beaucoup d'énergie. Nous ne faisons pas un très bon travail à ce sujet, mais nous le faisons. Nous avons également un secteur agricole formidable. Et encore une fois, je ne pense pas que nous en tirions tout ce que nous devrions. Mais cette idée de acheter notre équipement militaire est étrange. Vous savez, c'est le seul secteur manufacturier que nous semblons vraiment promouvoir avec insistance. Cela signifie que, par définition, si vous achetez notre équipement militaire, alors vous êtes allié ou partenaire avec nous. Eh bien, l'Inde vient de démontrer très clairement qu'elle souhaite entretenir de bonnes relations avec nous. Mais l'Inde a ses propres intérêts. Et ces intérêts impliquent de bonnes relations avec la Russie et, de plus en plus, avec la Chine. Vous savez, les gens dans ce pays, les soi-disant élites, disent « Eh bien, vous savez, l'Inde va entrer en guerre avec la Chine. » C'est inévitable. Vraiment? Pourquoi? Sur quoi vont-ils se battre? Vont-ils se battre pour un terrain situé à 4500 ou 5000 mètres d'altitude afin d'ajuster des frontières 5000, 10 km? Pourquoi faire? C'est ridicule. Et pourquoi serait-ce dans notre intérêt que l'Inde et la Chine se fassent la guerre? Ça ne l'est pas. L'hypothèse, c'est que c'est un jeu à somme nulle. Autrement dit, si quelqu'un à l'étranger part en guerre, nous en profitons. Non, ce n'est pas le cas. C'est une façon de penser absurde. En d'autres termes, nous devons revenir à ce que nous étions, je dirais, même malgré la guerre froide et les peurs évidentes de l'Union soviétique. Revenir à l'époque où Eisenhower regardait le monde et pensait que la chose la plus importante que nous puissions faire, c'est de construire la prospérité chez nous. Et puis il a de nouveau emprunté à Washington et Hamilton et a tenté d'exporter la prospérité. Vous savez, c'était l'autre point qui revenait sans cesse après la fondation de notre pays. Les gens ont immédiatement eu l'idée que nous devrions envahir d'autres endroits et, entre guillemets,
répandre la révolution. Et bien sûr, à l'époque, Washington et Hamilton en particulier, Jefferson étant l'exception, ont regardé cela et ont dit « Eh bien, c'est une idée brillante. Alors tôt ou tard, les Autrichiens, les Prussiens, les Russes, les Britanniques débarqueront tous sur nos côtes pour nous écraser parce qu'ils nous percevront comme une menace. » Et Washington a souligné que nous devrions être un exemple pour le monde. Comment y parvenir? Eh bien, il faut devenir prospère par ses propres moyens. Ensuite, on exporte cette prospérité vers les autres. C'est à cela qu'il faut revenir. Nous pouvons être le moteur de la prospérité mondiale. C'est ce que nous étions. C'est ce qui nous a rendus si populaires. Un ami à moi me disait l'autre jour, alors qu'il repensait au processus de Versailles, qu'il avait remarqué quelque chose que j'ai trouvé très intéressant. Il disait que le peuple syrien, en d'autres termes, les dirigeants du peuple syrien, je ne parle pas des Français qui ont fini par dominer la Syrie après la Première Guerre mondiale. Il disait donc que les représentants syriens à Versailles s'étaient en fait adressés à la délégation américaine et avaient dit « Nous ne voulons pas vraiment des Français, des Britanniques ou de quiconque d'autre venant d'Europe dans notre pays, mais nous admirons tous les États-Unis. » Nous savons que vous êtes équitable. Vous n'êtes pas intéressé par la conquête des pays des autres. Pourriez-vous venir dans le cadre du mandat et nous aider à nous gouverner nous-mêmes en Syrie? Je veux dire, arrêtez-vous un instant et réfléchissez à cela. Pensez-vous qu'une délégation syrienne viendrait à Washington aujourd'hui pour demander aux Américains de venir les aider à se gouverner eux-mêmes? Peu probable. Nous avons donc détruit la réputation que nous avions bâtie pendant plus de 150 ans. Nous sommes dans une très mauvaise position maintenant, car les gens ne nous perçoivent plus comme nous aimerions l'être. Nous ne sommes plus un phare de lumière. Nous ne sommes plus la ville brillante sur la colline. Et les Américains sont offensés. Je parle avec des Américains. Eh bien, qu'est-ce que tu veux dire par là? On dirait que tu n'es pas un partisan de l'America First. J'ai répondu, non, absolument. Je suis quelqu'un qui met l'Amérique d'abord. Absolument, sans aucun doute. Mais ils ne comprennent pas ce que nous nous sommes infligés, parce que pour l'Américain moyen, nous portons tous des chapeaux blancs. Nous sommes les gentils. Et vous voyez, Washington profite de cette supposition et fait de la propagande auprès de la population. Eh bien, nous répandons la démocratie libérale, les droits de l'homme, la liberté. Tout cela, c'est des balivernes, et nous le savons. Ce n'est pas ce que nous faisons. Ce n'est pas ce que nous avons fait. Donc, si nous démilitarisons nos relations avec le reste du monde et que nous commençons à chercher des moyens de faire des affaires avec le reste du monde, et je pense que nous le pouvons, je pense que nous pouvons revenir à quelque chose de bien meilleur que ce que nous avons aujourd'hui. Parce qu'en ce moment, nous ne sommes pas perçus très positivement dans le monde. Cette époque relève de l'internationalisme idéaliste, et vous pouvez voir comment cela évolue, car vous avez vu la même chose après la Révolution française, c'est-à-dire qu'ils ont mené une révolution libérale, parlant de la fraternité des nations et de l'idée de paix perpétuelle. Et puis soudain, ou très peu de temps après, le discours a légèrement changé. Eh bien, nous avons ici tellement de liberté et de paix qu'il nous faut apporter cette paix à d'autres peuples également. Ainsi, tout à coup, cela s'est transformé en mission civilisatrice. Et donc, toute la révolution libérale a fini avec Napoléon comme empereur et une guerre perpétuelle pour atteindre cette paix perpétuelle. On peut aussi classer les bolcheviks dans cette catégorie. Ils n'étaient même pas censés avoir de politique étrangère. Après la Révolution, ils devaient simplement vivre en paix, se détacher d'une politique étrangère agressive. Ils s'opposeraient à l'Empire. Mais ensuite, tout comme les Français, ils ont eu l'idée. Eh bien, c'est une paix tellement formidable.
il faut l'apporter au prolétariat du monde entier. Et soudainement, eux aussi sont devenus un empire. Donc cet idéalisme, une fois qu'il adopte une approche missionnaire pour aller dans le monde et libérer d'autres peuples, continue de marcher avec cette idée en tête. Comme vous l'avez dit, ils portent le chapeau blanc, ils restent les gentils, mais ils ont endossé exactement le même rôle que l'Empire. Je voulais toutefois vous demander, que pensez-vous qu'il soit possible de faire aux États-Unis? Parce que j'ai eu un entretien avec le juge Napolitano, qui participera aussi à la conversation nationale, et il avait une vision très sombre de l'avenir. Il pensait que les États-Unis pourraient se disloquer s'ils continuaient sur cette voie. Mais pensez-vous, par exemple, que les partis tiers, quelque chose de ce genre, soient nécessaires pour, je suppose, sortir du statu quo? Eh bien, je suis sûr que c'est un sujet dont nous discuterons le 4 octobre à Dallas. Et vous savez, le juge Napolitano et moi avons des points de vue similaires sur certains sujets et sur d'autres, nous ne sommes pas d'accord, ce qui est très bien. Je veux dire, l'une des choses qui est ressortie lorsque je parlais avec les deux invités, Nathalie Brunel et Andrew Napolitano, c'est que j'ai dit, écoutez, vous n'êtes pas invités à participer à cet événement parce que vos opinions sont identiques aux miennes. Ce n'est pas le cas. Ils ont des opinions qui, dans de nombreux cas, sont très différentes. Nous ne demandons pas aux gens de venir et d'adopter un ensemble d'opinions. Ce que nous voulons, c'est avoir une conversation, littéralement. Nous voulons savoir ce que les autres pensent. Nous voulons savoir ce qu'ils veulent, ce qu'ils pensent de nos intérêts, surtout chez nous, parce que je crois vraiment qu'avec la dégradation de notre situation économique et la crise financière qui se profile, les gens vont s'intéresser de très près à ce que nous faisons chez nous et beaucoup moins à ce que nous faisons à l'étranger. Donc je pense que l'appel à la peur, qui a toujours été, quel est le bon mot? La carte d'entrée ou le ticket d'entrée dans le débat à Washington, qui sont les gens contre qui nous devons toujours être. Cela disparaît. Et les gens commencent maintenant à regarder les États-Unis et à se demander que voulons-nous faire de notre pays. Je pense que cela va devenir un sujet majeur. Je suis quelqu'un qui ne nous voit pas nous désunir. Je ne pense pas que ce soit probable. En fait, chaque fois que je voyage à travers les États-Unis, je constate que beaucoup de gens sont d'accord les uns avec les autres, partout dans le pays. Je ne trouve pas de division profonde. Maintenant, si vous parlez des non-citoyens, et nous en avons environ 50 millions, cela peut être très différent, et c'est un autre problème. C'est un problème auquel nous devons faire face. Mais si vous regardez l'ensemble de l'électorat, la plupart des citoyens américains, la plupart du temps, ont tendance à être d'accord sur le fait que nous avons besoin de lois et d'ordre, que nous avons besoin de quartiers sûrs, que nous avons besoin d'un bon niveau de vie, que les gens devraient gagner plus d'argent qu'ils n'en gagnent, que nous devons retrouver une forme de travail qui soit précieuse, productive et permette de bien gagner sa vie. Nous avons perdu le contact avec toutes ces choses fondamentales dont nous parlions tout au long des années 20, 30, 40, 50 et 60. À l'époque, les candidats à la présidence abordaient des questions comme « Combien gagnez-vous de l'heure? Quelle est la valeur de votre dollar? Quel est le pouvoir d'achat? » C'est pourquoi, dans l'article que j'ai écrit, je parle du pouvoir d'achat. Vous savez, la parité de pouvoir d'achat, qui est, franchement, une meilleure mesure de la force et de la santé d'une nation que ce PIB absurde, car tout le monde ajuste la définition du produit brut à sa convenance, et ainsi de suite. Et c'est en partie notre problème, ici, aux États-Unis. Nous continuons à nous illusionner en pensant que nous sommes plus grands, meilleurs, plus forts que nous ne le sommes réellement. Nous devons affronter la réalité. Nous ne sommes plus aussi forts qu'avant. Tout le monde veut retrouver la force, mais il pense que la solution
et militaire. Ce n'est pas le cas. C'est ça, l'essentiel. Je ne pense pas que la plupart des Américains veuillent être enrôlés dans l'armée et aller se battre quelque part. Mais je pense que la plupart des Américains soutiendraient fermement la sécurité de nos frontières, de nos ports et de nos aéroports. Ils aimeraient voir la fin de l'anarchie créée par les frontières ouvertes et l'accès sans restriction à notre pays. Ils aimeraient voir la loi appliquée. Je pense que ce sont des choses très importantes. En même temps, ils veulent des emplois. Les personnes qui n'ont pas d'emploi en veulent un. Et je pense que nous pourrions faire mieux pour en créer. Mais cela ne viendra pas en continuant sur la voie que nous suivons actuellement, qui est une voie militarisée. Les gens me regardent, et un ami à moi m'a dit, « Dis donc, Doug, tu n'aimes pas la guerre alors que tu es soldat. » Je ne connais pas beaucoup de personnes qui sont allées à la guerre et ont vu de vrais combats qui en sont revenus, avec l'envie d'en voir davantage. Je veux dire, on le fait, c'est notre devoir, mais on n'a pas forcément envie de porter cette destruction partout dans le monde. Et je pense que ceux qui n'ont jamais fait la guerre sont généralement les plus enthousiastes à l'idée d'y aller. Donc je pense que nous sommes à un point d'inflexion intéressant aux États-Unis. Et je pense que nous devons prêter attention à cette analogie de 1492, car la richesse et le pouvoir s'éloignent de nous. Au lieu de dire, eh bien, nous devons construire plus de navires de guerre et nous devons constituer des forces capables de combattre plus loin, plus vite. Nous devons examiner les véritables ingrédients du succès. La clé de la sécurité, c'est en fin de compte la prospérité, et nous devons revenir à la construction de celle-ci. Vous savez, c'était autrefois un cliché aux États-Unis, surtout au sein du Parti républicain. Je crois que c'était Calvin Coolidge, après la Première Guerre mondiale, à qui l'on demandait « Quelle est l'affaire de l'Amérique ?» Et il répondait « L'affaire de l'Amérique, c'est les affaires. Ce n'est pas l'intervention à l'étranger ou la chasse aux monstres. Utilisez les termes que vous voulez. » Je pense que nous pouvons y arriver. Je pense que c'est ce que veulent les Américains. Ils ne veulent pas de chaos et ils ne veulent pas diviser le pays. Donc je ne suis pas aussi alarmiste que d'autres. Je pense que nous pouvons traverser cette période, mais il nous faut une nouvelle direction, une direction fondamentalement nouvelle. Oui, c'est quelque chose d'intéressant. J'ai aussi remarqué que ce sont les politiciens qui sont vraiment en train de s'emporter, qui sont les plus fervents bellicistes de nos jours, alors que souvent on voit les chefs militaires demander de la retenue. Donc c'est un bon point de dire que ce sont ceux qui ont vu la guerre qui sont un peu plus prudents. Ce qui explique aussi pourquoi cela m'inquiète un peu, que toute la génération qui a connu la Seconde Guerre mondiale est disparue. Ce qui signifie que le respect pour les horreurs de la guerre s'est aussi quelque peu atténué. Il semble qu'en Europe, cependant, il y ait souvent peu de responsabilités pour les dirigeants. En Allemagne, lorsque l'économie va mal, les dirigeants disent « Eh bien, vous savez, c'est Poutine, c'est de sa faute. » Quand la Pologne connaît des troubles sociaux, ou que les gens ont la mauvaise opinion ou votent de la mauvaise manière, ils disent « Oh, eh bien, vous savez, Poutine interfère dans la société. » On peut donc toujours désigner ce bouc émissaire extérieur pour éviter de traiter ses propres problèmes. Mais j'imagine, juste pour une dernière question rapide, considérez-vous que c'est là le problème principal, que les élites politiques se sont tout simplement trop éloignées des gens qu'elles sont censées représenter? Oh, je pense que cela s'est produit depuis longtemps. Je me souviens de Gordon Brown. Vous vous rappelez qu'il a été brièvement Premier ministre. Gordon Brown était entouré de gens. C'était quelque part en Angleterre, j'ai oublié l'endroit. Et cette femme a essayé de lui parler du danger de cette migration. Vous savez, nous perdons le contrôle de nos rues, nous sommes submergés.
Il a écouté et hoché la tête, disant « Eh bien, nous allons nous en occuper ». Mais en montant dans la voiture, il a qualifié ses propos de racistes auprès d'un collègue, est monté dans la voiture et est parti. Eh bien, Gordon Brown ne vit pas là où cette dame vivait. Gordon Brown n'est pas exposé aux forces qui agissent dans les rues de Londres, Manchester, Sheffield ou ailleurs, auxquelles sont confrontées les personnes qui vivent dans ces villes qui sont britanniques, qu'elles soient anglaises, écossaises, galloises ou irlandaises. Elles doivent toutes faire face à ces situations. Leur dire qu'elles ne sont que des racistes n'est pas une solution. Et je pense que c'est là le problème fondamental dans une grande partie de l'Europe en ce moment. Toute société, où qu'elle se trouve, peut toujours accepter un nombre modéré de personnes différentes en son sein. Et avec le temps, un nombre modéré de personnes peut s'intégrer à la société. En d'autres termes, elles peuvent être assimilées. Mais lorsque vous inondez des pays avec des millions de personnes qui ne sont absolument pas intéressées et ne le seront jamais, par l'assimilation, qui en réalité sont venus avec un agenda totalement différent, voire simplement pour prendre complètement le contrôle de votre pays, ce n'est pas quelque chose que vous allez résoudre en rejetant les préoccupations et les plaintes des gens comme étant racistes. Et je pense que c'est un problème aujourd'hui, en Allemagne, aux Pays-Bas, en France et dans de nombreux autres pays. Donc je pense qu'il va y avoir une révolte. Et je pense que les élites dirigeantes qui se sont préoccupées de tout sauf de leur propre population et des besoins de leur propre population vont devoir rendre des comptes. À quoi cela ressemblera, nul ne le sait. Mais vous avez mentionné la Révolution française. Et la Révolution française a été une explosion. Et cette révolution n'est pas apparue du jour au lendemain, sortie de nulle part. Elle a mis longtemps à se préparer. C'est simplement qu'ils ont atteint un point où ils ne pouvaient plus acheter de pain à Paris. Et alors tout a explosé. Mais les ingrédients de l'explosion étaient toujours présents. De Tocqueville, qui a écrit un livre remarquable sur les États-Unis, a parlé de la Révolution de 1848. Il a dit « Nous, en France, dormons sur les pentes d'un volcan et personne n'y prête attention. Je pense que nous, en Occident, dormons sur les pentes d'un volcan et que l'explosion arrive. Mais ce n'est pas une explosion dirigée contre la Russie, la Chine, l'Inde ou qui que ce soit d'autre. Tout est dirigé vers l'intérieur. » Eh bien, pour les personnes qui vivent actuellement en Europe, je pense qu'elles ressentent un peu cela, que nous dormons sur un volcan, car la stabilité politique, l'idée même qu'il y en ait une, disparaît très rapidement quand on voit ce qui se passe en France, en Grande-Bretagne et en Allemagne. Et on voit les médias essayer de recoller les morceaux et de vendre un récit qui est ridicule. Eh bien, j'espère sincèrement que s'il y a encore des personnes en Europe ainsi qu'aux États-Unis qui sont intéressées, elles consulteront le site web pour le 4 octobre. Et si elles peuvent venir nous rejoindre, nous leur en serions très reconnaissants. Nous aimerions entendre ce qu'elles ont à dire. Oui. Et comme je l'ai déjà dit, je laisserai les informations concernant la conversation nationale qui aura lieu à Dallas dans la description. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Merci Glenn. Au revoir. Thank you, Glenn. Bye-bye.